Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington. Les titres que nous allons développer ce soir. C'est un jour historique. Parce que... Au Burkina Faso, la prison en perpétuité pour les principaux accusés de l'assassinat de Thomas Sankara, icône panafricaine, chef de l'État tué avec 12 de ses compagnons lors d'un putsch en 1987. Parmi les condamnés, l'ex-président Blaise Compaoré, grand absent de ce procès attendu depuis 35 ans par les familles des victimes. Détails et décryptage à venir en début de journal. Barack Obama, de retour à la Maison-Blanche, l'ancien président américain invité à célébrer la réforme décrite comme la plus emblématique de ses deux mandats, le Affordable Care Act, plus connu sous le nom de Obamacare. L'occasion pour Joe Biden, l'actuel occupant du bureau ovale, de déclarer qu'il faut encore renforcer le dispositif. Terrain de football à louer, une affaire qui peut rapporter gros au Sénégal. Et les investisseurs privés ne se font pas prier pour mettre de l'argent dans le domaine afin d'en tirer profit. Nous le verrons un peu plus tard dans le reportage de Seydina Bagay à Dakar. Jeune président du Burkina Faso, Thomas Sankara a été tué avec 12 de ses compagnons lors d'un coup d'État en 1987. Le verdict est tombé aujourd'hui, 35 ans après la mort de l'icône panafricaine. Le principal accusé, l'ex-chef de l'État Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire, est condamné à la prison à vie par le tribunal militaire de Ouagadougou. Même peine pour Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré, deux anciens hauts gradés de l'armée burkinabé. Notre correspondant Lamine Traoré nous rend compte de ce dénouement longtemps attendu. Silence de cimetière au tribunal militaire de Ouagadougou à l'annonce des peines. Sur les trois principaux accusés, Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré, seul ce dernier était présent. Dans la salle, pour les familles des victimes, un ouf de soulagement. Nous avons attendu depuis 35 ans. On a tous attendu ensemble. Aujourd'hui, le verdict est tombé. Le juge a donné son verdict. C'est la loi. Bon, donc tout le monde apprécie. On a demandé la justice, on a demandé la vérité. Nous pouvons dire que nous avons eu connaissance de beaucoup de choses, des choses qui étaient dites. Ce procès a permis de confirmer. Et le verdict est tombé. Nous pensons que le juge a fait ce qu'il faut faire. Et notre but aussi, c'était que ces violences politiques qu'il y a eu au Burkina finissent. Je pense que ce verdict, en tout cas, va donner à réfléchir à beaucoup de personnes. La partie civile estime que les familles des victimes pourront maintenant faire leur deuil. L'Afrique tout entière et peut-être le monde se souviendra un jour qu'un peuple s'est battu pendant près de 34 ans pour que justice soit rendue à des hommes valeureux qui sont tombés en 15 octobre 1987, tués par la barbarie de leurs camarades. Notre espoir aujourd'hui de ce procès, de ce verdict, c'est que ce genre de crime odieux n'arrive jamais au Burkina et peut-être nulle part en Afrique. Donc c'est aussi un jour de soulagement, c'est un jour historique parce qu'à partir de ce procès, je pense que le véritable deuil de ces familles qui pendant 34 ans ont souffert, et croyez-moi, ils ont souffert, commencera véritablement. De l'autre côté, pour la défense, c'est un verdict plutôt mitigé. Mon client, le procureur militaire, avait demandé de l'acquitter. Mais il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans avec sursis. Donc je peux dire qu'il s'en sort bien. C'est la peine plafonnée, donc elle est excessive de mon point de vue. Si vous remarquez, en étant accusé présent, il a pris la même peine que ceux qui étaient absents. Bon, j'ai trouvé cela, sans rentrer dans le détail, pas tout à fait juste, parce qu'il est venu quand même apporter sa contribution en s'expliquant devant le peuple. Pour les autres accusés, le tribunal a prononcé des peines d'emprisonnement allant de 3 ans à 20 ans. 3 accusés ont été acquittés. Les parties ont 15 jours pour faire appel. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Voilà un verdict que nous allons maintenant éplucher avec l'invité du journal, Louis Magloire Kemayou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes à la tête du Club de l'information africaine, originaire du Cameroun. Vous exercez en France, mais ce soir, vous nous rejoignez du Togo via Skype. Question toute simple d'emblée. Quelle lecture faites-vous de ces condamnations à vie pour l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons ? Deux lectures. La première, c'est celle du fonctionnement des institutions. Dans un État normal, ce serait quelque chose de normal que la justice prononce son verdict sur une affaire qui, de surcroît, attendait d'être clôturée depuis plusieurs années. Or, le Burkina Faso est aujourd'hui un pays qui a connu un coup d'État. Et donc, c'est pendant ce coup d'État que l'État continue de fonctionner et que la justice, notamment, prononce son verdict dans une affaire qui est quand même importante dans la vie du fonctionnement, dans le fonctionnement de l'État burkinabé, puisque c'est quand même une pierre angulaire. Il y a eu un avant et un après Sankara. Et donc, pour moi, ça, déjà, c'est très important que cela se produise. La deuxième chose, c'est que on a de plus en plus aujourd'hui sur le continent africain la capacité de faire fonctionner les appareils de justice. On n'est plus obligé d'externaliser tous les services de justice pour les envoyer à la Cour pénale internationale ou dans d'autres cours ad hoc qui seraient à l'extérieur pour juger des crimes qui ont été commis sur le continent africain. C'est la deuxième bonne nouvelle. Et la troisième, c'est qu'effectivement, les familles, enfin, peuvent savoir qui a fait quoi dans ce procès, même s'il reste encore des zones d'ombre, il y en a au moins quelques-unes qui ont été éclairées. Oui. Alors, seul le général Gilbert Diendéré était présent à l'énoncé du verdict. Hyacinthe Kafando est en fuite depuis 2016. Blaise Compaoré est, lui, en exil en Côte d'Ivoire depuis 2014. Que va-t-il se passer maintenant pour l'ancien président Compaoré? Que doit faire la Côte d'Ivoire après un tel jugement? Il se trouve qu'au-delà de l'exil, puisqu'il s'est enfui en étant chassé par un mouvement populaire, il se trouve que le président Compaoré a une épouse qui est de nationalité ivoirienne et qu'il a lui-même bénéficié de cette nationalité ivoirienne et que, par conséquent, il ne peut pas être extradé par la Côte d'Ivoire qui n'extrade pas ses ressortissants, quel que soit le cas de figure. Donc nous sommes dans un cas de figure où ce n'est que la bonne volonté du président Compaoré qui peut aujourd'hui faire qu'il vienne raconter sa part de l'histoire devant la barre et devant le peuple qu'il a dirigé pendant plus d'une vingtaine d'années. Or, ce n'est pas le chemin qu'il prend. Et quand je parle de cette situation, elle me rappelle celle d'un certain Jean-Bétel Bokassa, en République centrafricaine, qui avait lui aussi été victime d'un coup d'État, avait dû être exilé en Côte d'Ivoire, avait été interdit de rentrer dans son pays, mais avait fait des pieds et des mains pour venir se faire juger en République centrafricaine et avait obtenu gain de cause. J'espère que ce comportement de Jean-Bétel Bokassa, qui est plus connu par rapport à ses histoires de diamants et par rapport à ses frasques d'empereur, que cela inspirera dans une moindre mesure le président Blaise Compaoré et qu'il viendra apporter sa part dans la manifestation de la vérité et dans l'avènement également de la réconciliation entre les Burkinabés de tous les bords. Oui, Thomas Sankara, icône panafricaine qui voulait décoloniser les mentalités en Afrique. Pour beaucoup de Burkinabés, ce genre de crime odieux ne doit plus jamais être commis dans leur pays, ni ailleurs sur le continent africain. On l'a entendu tout à l'heure. Qu'en pensez-vous ? Oui, je crois qu'en plus, il y a une dimension tragique dans celle de Thomas Sankara, c'est qu'il s'est battu comme beaucoup de jeunes Africains après les indépendances pour une décolonisation complète du continent africain. Il a lancé beaucoup de thèmes qui prennent aujourd'hui dans le débat social, celle par exemple de la place des femmes, celle de la décolonisation, celle de la dette, celle de l'écologie, celle du consommé local, celle des circuits courts. Et malheureusement, à l'époque où il le faisait, on n'était pas encore entré dans la chute du mur de Berlin et tous les mouvements de démocratisation du continent africain. Et donc, quand le continent africain a atteint cette montagne-là, a atteint la terre promise, il n'était malheureusement plus là. Et j'espère qu'aucun autre combattant de la liberté sur le continent africain ne subira le même sort que Thomas Sankara dans les prochaines années. Louis Kemayou, vous êtes ancien président fondateur de l'Association de la presse panafricaine et vous présidez aujourd'hui le Club de l'information africaine. Vous étiez en direct de Lomé
où il a plu et même où il y a eu pas mal de coupures d'électricité. En tout cas, merci d'avoir tout fait pour être avec nous ce soir. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Ailleurs dans l'actualité, après l'Afrique du Sud, le Nigeria vient de lever la plupart des restrictions anti-Covid, dont le couvre-feu nocturne et les limitations de rassemblement. Le gouvernement nigérian invoque la réduction du nombre de cas de coronavirus et la disponibilité des vaccins dans le pays. Il est également d'avis qu'il y a peu de danger pour ce qui est de l'arrivée de nouveaux variants sur le territoire. Les Nigérians sont toutefois toujours encouragés à éviter les mouvements non essentiels, alors que le port du masque demeure obligatoire pour les activités en intérieur. Gros plan maintenant sur les groupes d'autodéfense qui ont vu le jour dans des régions reculées de la Côte d'Ivoire. Ils tentent de protéger la communauté d'Ozo, notamment des djihadistes basés au Burkina Faso et au Mali voisin et qui viennent attaquer les villageois burkinabés. Henry Wilkins nous propose ce reportage de Korogo. Le récit est de Nathalie Barge. Les groupes djihadistes actifs au Burkina Faso et au Mali ont franchi la frontière pour mener des attaques et recruter dans le nord de la Côte d'Ivoire. Certains analystes estiment que les conditions ici sont les mêmes que dans les deux pays voisins, comme le manque de sécurité de l'État, l'absence de développement et les tensions intercommunautaires. Sekongo, milicien d'Ozo, dit que la violence et le crime ont conduit à l'organisation de milices qui renforcent la sécurité. Les hauts-fourrés, la police, les gendarmeries, on travaille ensemble en tout cas. Même jusqu'à présent, nos CB, souvent, ils nous appellent, bon, comme ça on veut travailler, bon, venez en faire ça ensemble. Au Burkina Faso et au Mali, des milices ont également émergé dans des zones envahies par des groupes terroristes où le contrôle de l'État est faible. C'est vrai, l'État a les forces régaliennes. Et malgré que ces forces régaliennes sont là, l'État n'a pas les moyens efficaces pour installer ces forces régaliennes dans tous nos petits campements. Il y a des campements qui sont reculés de plus de 50 km, de 60 km, de 25 km. En plus des questions de sécurité, les chefs traditionnels du nord du pays arbitrent également les différends au sein de la communauté. Mais quand ils ont un problème qui les dépasse, ils recourent à moi. Ils dépendent de moi. Monsieur Koulibaly affirme que le développement dans le nord s'est amélioré ces dernières années, ce qui n'est pas vraiment le cas selon des habitants des zones rurales. Aussi, la tension entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs est source de conflits, comme dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Cohésion entre cette communauté, Peul et puis d'autres communautés, je n'ai pas encore vu une action très forte de la part de l'État. Arthur Ranga, historien militaire à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui conseille le gouvernement sur la situation sécuritaire dans le Nord, est plus optimiste. Il y a une inquiétude, il y a une inquiétude, mais il n'y a pas encore d'exode ou de déplacés, parce qu'en même temps, jusqu'à présent, le gouvernement arrive à donner une bonne réponse militaire. Contrairement au sud de la Côte d'Ivoire, le développement et l'état de droit peinent à atteindre le nord du pays, aujourd'hui exposé à l'insécurité. Sur cette question, le ministère ivoirien de la Sécurité n'a pas répondu à une demande d'interview de La Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, reprise des combats entre l'armée et le mouvement rebelle M23 dans le Nord Kivu après une semaine d'accalmie. Issu d'une ancienne rébellion tutsi congolaise, le M23 avait été vaincu il y a 9 ans, mais il est réapparu à la fin de l'année dernière, reprochant au gouvernement de Kinshasa de ne pas avoir respecté les engagements sur la démobilisation de ses combattants. Les habitants qui ont déjà fui vers Rutshuru et vers l'Ouganda refusent de regagner leur village, maintenant occupé par la rébellion.
Les grenades lacrymogènes pleuvent au Soudan à l'heure où les manifestants tentent de marquer un double anniversaire, celui de deux révoltes qui, à 34 ans d'écart, ont fait tomber deux présidents putschistes dans différentes régions du pays, dont à Khartoum, la capitale. Des milliers de protestataires sont descendus dans la rue au cri de non au pouvoir militaire. Ils ont été accueillis par des salves de grenades lacrymogènes en cette journée de Ramadan décrétée férié par le pouvoir militaire. Ici aux États-Unis, l'ex-président Barack Obama est revenu à la Maison-Blanche hier pour la première fois depuis 2017, invité par l'actuel chef de l'exécutif américain, Joe Biden, à parler d'un sujet qui leur est cher à tous les deux, l'accès à la santé dans le pays. Les détails avec Patsy Widakuswara, son reportage est relaté par Nanit Talani. Les États-Unis sont le seul pays industrialisé qui ne fournit pas de soins de santé à tous ses citoyens. Environ 8,6% des Américains, soit 28 millions de personnes, n'ont pas eu d'assurance maladie au cours de l'année 2020, selon les données du Bureau national du recensement. Le président Joe Biden veut réduire ce nombre. Une fois que la norme proposée sera finalisée, à partir de l'année prochaine, les familles qui travaillent en Amérique recevront l'aide dont elles ont besoin pour s'offrir une couverture complète pour tout le monde dans la famille. Joe Biden a annoncé sa proposition à la Maison-Blanche avec l'ancien président Barack Obama qui a signé en mars 2010 l'Affordable Care Act, une loi sur les soins de santé connue sous le nom d'Obamacare. C'était aussi la première visite d'Obama à la Maison-Blanche depuis qu'il a quitté ses fonctions en 2017. Joe Biden et moi avons fait beaucoup de choses ensemble, mais rien ne m'a rendu plus fier que de fournir de meilleurs soins de santé et plus de protection à des millions de personnes dans ce pays. Les modifications proposées par Joe Biden vont résoudre le soi-disant problème familial. Selon la réglementation en vigueur, les membres de la famille d'un employé qui achètent une assurance maladie par l'intermédiaire de leur employeur ne sont pas éligibles à un crédit d'impôt, même s'ils en ont besoin pour s'offrir une couverture. Le problème affecte 5 millions de personnes selon la Maison-Blanche. Le représentant républicain Kevin Brady, le chef du comité des appropriations de la Chambre, a critiqué cette décision de Joe Biden. Le système de santé du pays est un système public-privé avec environ 65% des Américains couverts par une assurance maladie privée et le reste dépendant de la couverture publique, y compris Medicare et Medicaid. C'est un pays qui est très orienté vers le secteur privé et l'employeur offre des avantages qui créent une discontinuité, si vous voulez, entre ceux qui n'ont pas de besoin de santé universelle pour tout le monde. Environ 55% des Américains soutiennent Obamacare, selon un récent sondage de la Kaiser Family Foundation. Pendant le règne de Donald Trump, les républicains du Congrès ont tenté à plusieurs reprises sans succès d'abroger cette loi. Depuis que Biden a pris ses fonctions, les inscriptions et la couverture par la loi sur les soins abordables sont au top. Cette loi a bien réduit le nombre de non-assurés qui s'élevait autrefois à plus de 46 millions. Et maintenant, le point sur la guerre menée par la Russie en Ukraine. Washington fait part de nouvelles sanctions contre Moscou, accusé de crimes de guerre. Les dernières mesures punitives des États-Unis interdisent tout nouvel investissement en Russie et vont mettre en pratique les contraintes infligées à deux grandes banques russes et à d'importantes entreprises publiques. Sont également visées les filles du maître du Kremlin, Vladimir Poutine. Sur le plan militaire, Kiev craint une offensive russe de grande envergure dans l'est de l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien appelle les habitants à évacuer cette partie du pays. Au chapitre diplomatique, le chef du gouvernement hongrois, Viktor Orban, qui vient d'être réélu, indique avoir suggéré à Vladimir Poutine de décréter un cessez-le-feu immédiat et de se rendre à Budapest pour des pourparlers avec les dirigeants ukrainiens, français et allemands. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci beaucoup. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer.
Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Au Sénégal, la location de terrains de football est devenue une affaire florissante, comme nous allons le voir dans le reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay. Des cités résidentielles à la banlieue de Dakar, en passant par les quartiers populaires, les pratiquants de football ont laissé les terrains sablonneux pour les enceintes en gazon synthétique installés un peu partout dans la capitale. On ressent un énorme plaisir à jouer sur du gazon. C'est plus confortable que le sable, les sensations ne sont pas les mêmes. On n'a que le sport et c'est très important pour nous d'avoir un environnement favorable à sa pratique. Une forte demande et un business florissant pour beaucoup d'investisseurs privés qui multiplie la construction de terrains de football dans la capitale. Mais entre 18h et minuit, les gens aiment jouer entre 18h et minuit, mais si c'est les abonnés, ils viennent entre 18h et 21h. Les revenus dépendent des jours, mais c'est entre le jeudi et le dimanche que les recettes sont plus élevées. On se retrouve facilement avec 3 millions de recettes par week-end grâce à nos 3 terrains. À la base de ce business des infrastructures de football, la vision d'un homme, Mathieu Chupin, président du club sénégalais de Dakar Sacré-Cœur. Son ambition de départ était de mettre en place un business model viable. C'est le business model de notre club de football professionnel, c'est ça. C'était de trouver une activité qui pouvait générer des moyens réguliers nous permettant de développer sereinement l'activité football professionnel. Donc DSC, c'est 3 secteurs, le foot pro, le sport loisir et la partie sport solidaire, puisqu'on est très engagé sur le social. Donc c'était ça le concept au départ, et on a réussi à mettre ça en place à partir de 2010, et c'est vrai qu'on a été les premiers, et ça a été un succès assez important jusqu'à ce jour. Un succès qui a inspiré les clubs traditionnels qui peinaient à assurer le fonctionnement de leurs entités. Ces derniers ont vite trouvé un moyen de renflouer leurs caisses. Bon, parce qu'au début, c'était très difficile avec les clubs traditionnels. Parce que comme tu vas dans un club comme Tegué FC ou NGB ou Giraffe, c'est une seule personne qui dirige le club, c'est lui qui fait son argent. Bon, s'il est fatigué, s'il est malade, l'équipe a des problèmes. C'est pour cela qu'on s'est vu que ce politique-là n'est pas bon. Il faut qu'on sente une autre politique. C'est pour cela qu'on s'est battu pour avoir ce terrain-là. Pour au moins avoir depuis qu'on a eu ce terrain, ça fait 1 an, on l'a inauguré depuis le 1er janvier 2021. C'est hier que le terrain a 1 an. Bon, depuis lors, le président du club, Mohamed Djiroua, ne fait plus son argent dans le club. C'est le terrain qui la gestion et tout ça part dans le club, quoi. Au-delà de la pratique sportive qu'il favorise, les terrains de football synthétique installés un peu partout dans la capitale représentent un investissement rentable pour les privés et une source de financement viable pour beaucoup de clubs de football professionnel. Le monde musulman observe le ramadan en ce moment. La flambée des prix pèse sur ce mois de jeûne où les tables sont traditionnellement garnies à la nuit tombée. Au Maroc, le gouvernement tente de contrôler les prix des produits alimentaires notamment. Une tâche pas toujours facile toutefois. Reportage à Casablanca d'Emmanuel Mouadjid Dibaï. Le vœu des musulmans en ce mois saint du Ramadan est de pouvoir s'assurer une bonne alimentation après la rupture du jeûne. C'est dans cette optique que les autorités ont pris des mesures pour pallier la flambée des prix ressentie depuis le mois de février au Maroc. Mais sur le terrain, le son de cloche n'a pas vraiment changé, selon Hicham Kaski, consommateur. Les années précédentes, on préparait le Ramadan une semaine avant et on avait l'habitude d'acheter tout ce dont on avait besoin durant ce mois.
Mais cette année est exceptionnelle. Même durant la période de la pandémie, il n'y a pas ce problème de flambée de prix que nous connaissons aujourd'hui. Aïtamou Hassan est commerçant. Il confirme la plainte des consommateurs face à laquelle il semble impuissant. Chaque jour, des personnes viennent se plaindre de l'augmentation des prix des produits alimentaires. Chaque jour, les prix flambent et pas vraiment de baisse de prix. Et cette inflation est presque sur tous les produits et va jusqu'à 20%, 30% et même 100%. Pour Omar Aferias, commerçant lui aussi, la flambée des prix ne concerne que quelques produits et ceci est la conséquence d'une situation qui n'est pas directement liée au Maroc. Il y a des gens qui comprennent la situation qui est causée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. D'autres ne comprennent pas. Mais il faut dire que cette hausse est complètement normale car c'est mondial et pas seulement au niveau national. Les produits non subventionnés font l'objet de contrôles et de suivi afin d'éviter le désordre et le monopole de certains commerçants véreux. Emmanuel Modidibaye pour VOA Afrique, Casablanca. Fléau des plages, les tongs abandonnés deviennent des objets d'art au Kenya, enchevêtrés dans les algues, enterrés dans le sable, projetés dans les rochers. Les tongs sont autant de verrues qui parsèment les plages kenyanes, charriées par les rivières ou par le ressac des vagues depuis l'autre bout de la planète. Un véritable péril écologique donc. Une entreprise du pays a décidé d'aider à la lutte contre le danger. Les détails avec Jenny Kapumbu-Villa. Les tongs, ces sandales légères et bon marché, sont plébiscités à travers le monde, mais polluent comme beaucoup d'autres déchets plastiques les océans et les plages de sable fin, comme celle de Kilifi sur la côte kenyane, baignée par l'océan Indien. D'énormes quantités de tongs, mais aussi de bouchons de bouteilles, de brosses à dents ou d'emballages de bonbons sont régulièrement ramassés sur les plages kenyanes par des volontaires. Les tongs sont la paire de chaussures la plus courante et la plus abordable pour beaucoup de gens. Riches, pauvres, tout le monde en a une paire. Parce qu'elles sont très peu chères, quand une paire est hors d'usage, vous la jetez et vous en achetez une nouvelle. Donc, on se retrouve avec beaucoup de tongs sur nos plages. Essentiellement faites de mousse et autres plastiques imitant le caoutchouc, les tongs sont achetés par Océan Sol, qui rémunère ainsi les volontaires. Envoyés dans un atelier à Nairobi, les sandales y sont ensuite minutieusement nettoyées, puis collées pour constituer des plaques multicolores. Des dizaines d'artisans, souvent d'anciens menuisiers, les sculptent ensuite avec talent en divers objets, dont des animaux, petits ou grands, principalement plébiscités à l'étranger. En retirant les tongs de l'océan, nous sauvons notre vie marine qui est menacée par l'ingestion de ces tongs. Grâce aussi aux barrages, aux voies navigables, nos environnements s'assainissent. La plupart des artistes qui travaillent ici sont issus de la sculpture du bois. Du coup, nous sauvons aussi des arbres, ce qui est bon pour notre environnement. Les œuvres peuvent nécessiter plus de 2000 tongs. Pour les plus grandes pièces, comme des éléphants ou des girafes d'environ 2 mètres, vendues plusieurs centaines de dollars, du polystyrène extrait de vieux réfrigérateurs est également utilisé. Nous recevons environ 1,2 tonnes de tongs par semaine. Convertissez ça en mois, en année, et on arrive à plus de 40 tonnes par an. Ça fait beaucoup de tongs. Du plastique a été retrouvé dans les plus microscopiques des planctons et jusque dans le ventre de baleines. Le fléau grandissant des déchets plastiques sera au cœur des négociations pour un traité international sur les plastiques qui devait débuter le 28 février lors d'un sommet des Nations Unies dans la capitale kenyane, Nairobi. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Un petit clin d'œil à tous nos collègues à la régie ce soir, Blanche, Sheikh et notre réalisateur ce soir, Jeffrey. Voilà, rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Merci, à demain.